Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cet après-midi. Une après-midi particulière qui vous concerne toutes et tous, bien sûr, de par vos réalités professionnelles, technologiques, de R&D et autres. Je suis ravie de vous accueillir, ravie de vous accompagner également. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas du tout. Je suis Laurence Perrault. Au-delà d'être une animatrice conférencière d'event, je suis surtout et d'ailleurs journaliste auto, puisque j'ai le bonheur de présenter une émission en co-animation avec un grand journaliste automobile qui s'appelle Jean-Luc Moreau, tous les samedis matins sur Sud Radio de 10h à midi. Donc vous savez ce que vous faites samedi prochain. On en est d'accord. Et tous les samedis qui suivent, évidemment. Il y a des podcasts que vous pouvez replier. Alors pour être très technologique aujourd'hui, un podcast, c'est une émission qu'on va pouvoir réécouter sur toutes les plateformes. Donc nous, c'est plutôt des replays, mais ça marche aussi. Intervention de monsieur le ministre Yves Gégaud pour savoir où est-ce que vous pouvez écouter l'émission. Vous le savez, cet après-midi, puisqu'on parle de podcast et de replay, monsieur le ministre, eh bien, vous allez pouvoir diffuser au maximum ce qui se passe à travers vos réseaux sociaux, à travers vos SMS, puisque l'entièreté de cette conférence est actuellement regardable, à vivre évidemment, partagée sur le site de Covoltis en streaming. Ça, c'est une première bonne chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez parler de la conférence et de Covoltis sur vos réseaux sociaux, hashtag Covoltis, hashtag V2J, puisque bien évidemment, c'est notre sujet, hashtag conférence V2J, ça, ce sera également pour vous. Et vous pouvez mettre aussi @Covoltis si vous le voulez. Voilà. Ceci étant dit, je suis ravie évidemment de vous accompagner pour cet après-midi qui va nous donner l'occasion de rencontrer de multiples et très intéressants intervenants de ce monde de la V2J, mais de ce monde également de l'énergie. Et je ne sais si vous avez tous un peu l'information, mais il semblerait que le début de la V2J est né juste après la catastrophe en 2011 à Fukushima, où beaucoup se sont dit pourquoi on n'a pas utilisé l'électricité des batteries électriques pour nous brancher sur un réseau qui était totalement détruit. La V2J, on est en 2025. Covoltis et Ehsan Emami a voulu cette conférence pour faire un point sur la réglementation, un point sur les défis technologiques, les avancées, un point également sur le côté coût et économie. Et ce sont ces sujets que nous allons évoquer ensemble à travers 3 tables rondes tout au long de l'après-midi. Avant la dernière table ronde, vous aurez le droit à une jolie pause café, thé ou eau, c'est vous qui voyez. Et pour débuter cette table ronde et cet après-midi de conférence, je vais demander à monsieur le ministre, monsieur Luc Châtel, qui est également président de la PFA, de venir, non pas ouvrir le bal, mais nous donner également ce qu'il pense de toute cette évolution technologique et ce que la V2J peut représenter pour vous. Monsieur Luc Châtel, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je me mets assis ou debout. Moi, comme debout, vous voulez, il y a un pupitre, il y a des sièges. Debout, c'est très bien. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. C'est plus qu'un propos de salle. Il se trouve que Ehsan Emami, où est-ce qu'il est Ehsan ? Juste là-bas, au bout. Au fond de la classe. A gagné en 2021 le Grand Prix ACF des startups. Et vous savez que dans le secteur automobile, on est très attaché à ce que on continue à innover, à investir, à créer un écosystème nouveau autour des nouveaux métiers de l'automobile et des nouvelles mobilités. Et finalement, Covoltis, c'est un peu l'exemple, l'illustration de ce nouvel écosystème de la filière automobile. Et donc, quand il m'a demandé, quand mon ami Yves Gégaud m'a proposé de venir introduire vos débats, c'est tout volontiers que j'ai accepté. Alors, vous l'avez dit, la situation de la filière automobile n'est pas très réjouissante. Si vous regardez objectivement, aujourd'hui, c'est une... D'ailleurs, j'étais à Bercy avec le ministre de l'économie qui faisait ses vœux. Il a cité l'automobile comme sans doute le secteur qui rencontre aujourd'hui le plus de difficultés en Europe. Alors, pourquoi rencontre-t-on une telle difficulté ? Eh bien, parce que nous sommes dans un effet de ciseau qui est assez épouvantable. Les constructeurs, les équipementiers, l'ensemble de la filière automobile a pris un virage absolument historique il y a maintenant 5 ans, on va dire, qui s'est traduit il y a 2 ans par une réglementation européenne, sur laquelle je vais revenir. Et ce virage, c'est
finalement d'être apporteur de solutions face aux défis du changement climatique. Nous avions suggéré de mettre toutes nos technologies à disposition du consommateur finalement, et que le consommateur soit le roi. Les pouvoirs publics européens ont décidé finalement qu'il y aurait une solution unique en Europe. Enfin, ça revient à ça. Si vous voulez être zéro émission en 2035, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule solution disponible sur les étagères à un coût, on va dire, à peu près acceptable, même si c'est trop cher, pour y arriver. Donc ça veut dire que les constructeurs européens et toute la filière derrière ont engagé ce virage vers l'électrique avec des investissements considérables, plusieurs centaines de milliards d'euros en Europe. Et si vous regardez 4 ou 5 ans après, vous apercevez que la filière automobile a déjà été à la hauteur. Regardez le catalogue aujourd'hui des constructeurs automobiles européens, français en particulier. À tous les niveaux de modèles, vous avez des modèles électrifiés. Vous avez fait des progrès absolument considérables sur l'autonomie des batteries, sur la performance des véhicules. Et tout cela en très peu de temps. L'industrie automobile a montré à nouveau qu'elle était évidemment extrêmement innovante, la première en termes de dépôt de brevets en Europe, mais qu'elle était aussi très résiliente, qu'elle avait une capacité d'agilité tout à fait étonnante. Alors ce défi, je vous disais, effet de ciseaux, il rencontre aujourd'hui un mur de la demande. C'est-à-dire que les constructeurs, les équipementiers, les sous-traitants ont fait le travail, mais aujourd'hui, on a un sujet, c'est que le consommateur a un gros doute sur l'électrique, sur l'usage de l'électrique, sur le prix des voitures, qui fait que, en France, par exemple, depuis 6 mois, les demandes de véhicules électriques, le marché, a baissé de 18%. Alors que la France était plutôt le bon élève en Europe depuis 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, la part de marché des véhicules électriques en France, c'est 17%. La moyenne européenne est autour de 12%. Mais nous avons cessé, depuis la mi-2024, de croître pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire espèce d'incertitude. D'abord, on a un sujet évidemment macro, problème de consommation, mais des incertitudes, et ça nous le mesurons dans nos enquêtes. Nous venons de faire une étude avec CSA sur les Français et l'automobile, et on s'aperçoit qu'il y a un gros doute chez les consommateurs qu'il va falloir résorber pour que nous réussissions. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période compliquée parce que les investissements ont été faits, la filière a énormément dépensé, mais on a un marché qui est à 23% en dessous de ce qu'il était en 2019, et on a une part de marché de l'électrique de 17% qui est nettement inférieure à ce qu'il faudrait pour respecter les trajectoires que nous nous sommes fixées. Et là, on a 2 types de trajectoires. On a le trajectoire pour arriver à 100% en 2035, puis on a des jalons intermédiaires avec une autre réglementation, que la réglementation café, qui fait que les constructeurs doivent respecter des niveaux d'émissions de CO2. Et cette année, en 2025, nous avons un jalon qui fait que pour respecter ce jalon, pour ne pas payer d'amende, et les constructeurs, en gros, la part de marché de l'électrique dans leur mix doit être autour de 25%. Voilà. Je vous disais, on est à 17 en France, on est à 12 en Europe. Donc vous voyez la marche qu'il va falloir franchir cette année pour ne pas payer d'amende, ne pas hypothéquer des investissements précisément dans la filière et respecter les trajectoires pour le 100% électrique. Voilà, donc ça c'est l'état de la filière aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la filière automobile est en train de dire on ne va pas y arriver donc on abandonne. Pas du tout. Nous avons dit depuis le début que nous pensions qu'il valait mieux pousser plusieurs technologies, mais l'électrique est indéniablement, et nous l'avons démontré à la plateforme automobile, puisque nous avons réalisé une étude sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, l'électrique est indiscutablement le meilleur moyen de décarboner les transports, et l'automobile en particulier. Mais si vous regardez, pour faire simple, prenez un véhicule thermique, un véhicule électrique, sur l'ensemble du cycle de vie, donc du berceau à la tombe, hein, c'est-à-dire depuis l'extraction du minerai, la production de la voiture, l'usage et la déconstruction,
eh bien, vous apercevez que, en moyenne, avec l'énergie existant en Europe aujourd'hui, eh bien, un véhicule électrique sur la base de 200 000 km parcourus est 3 fois moins émetteur de carbone qu'un véhicule thermique. En France, avec l'électricité décarbonée du nucléaire, c'est 4 fois moins. Donc ce que je veux dire, c'est que la technologie électrique, elle apporte la réponse aux problèmes posés, c'est-à-dire le réchauffement climatique, et donc elle apporte une solution importante. Simplement, je vous le disais, nous avons besoin d'investissements, nous avons besoin de voitures, et nous avons besoin de consommateurs. Et nous avons besoin d'écosystèmes avec des nouvelles technologies. Et je viens à Covoltis et à votre raison d'être présent cet après-midi. Nous avons besoin de travailler avec des métiers, des entreprises, des filières qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec l'automobile auparavant. Et ça, c'est une nouvelle façon pour une filière automobile qui était très verticalisée de collaborer, c'est de travailler avec d'autres écosystèmes. Et c'est le cas évidemment dans tout ce qui touche à l'énergie. Donc moi, je me réjouis qu'une start-up comme Covoltis ait réussi en si peu de temps ait apporté une solution particulièrement innovante. Et finalement, cette solution innovante, elle a été incarnée sur le marché par le lancement l'année dernière de la R5, où il y a un an, Renault présentait la première automobile accessible, alors plus chère qu'une voiture thermique, mais on va dire autour de 25 000 €, avec une recharge bidirectionnelle. Et donc avec un avantage consommateur très important. Et on sait très bien que l'automobile, historiquement, est toujours novatrice en la matière, c'est-à-dire que le temps entre l'innovation, l'ingénierie, le développement, et la réalisation et la mise au service du consommateur se fait dans des délais très courts. Et donc aujourd'hui, votre innovation, quelque part, votre concept, eh bien, il est au service des consommateurs. Et on voit bien que là, il y a un espoir très important pour la filière qui doit nous permettre de nous aider à convaincre les clients d'acheter de l'électrique. Voilà, donc c'est la raison de ma présence parmi vous. Je voulais encore vous remercier. Vous savez, pour encourager les consommateurs, pour réussir ce défi du passage à l'électrique, que faut-il? Il faut d'abord des voitures, nous les avons aujourd'hui. Il faut de l'électricité à bas coût, nous ne l'avons pas complètement. Il faut des bornes de recharge. Je salue Claude Renard, il y a eu un effort concerté des pouvoirs publics très important, puisqu'on est à plus de 150 000 bornes de recharge aujourd'hui. Donc il y a eu un effort considérable. Simplement, ces bornes, elles sont parfois, je le dis à l'instant, encore à un coût élevé, etc. Mais il faut dire aux consommateurs, il faut expliquer qu'aujourd'hui, il y a un réseau de bornes en France qui est nettement supérieur à la moyenne européenne. Et puis, il faut des quick wins, des avantages consommateurs importants. Et le bidirectionnel peut être un avantage essentiel pour tous les gens qui habitent dans un pavillon et qui pouvaient appréhender ce principe de recharge pour le véhicule électrique. Voilà, donc encore une fois, bravo pour ce que vous faites, bravo pour cette percée, cette réussite, et ça illustre finalement assez bien cette disruption qui existe dans le monde automobile. L'automobile française souffre, l'automobile européenne souffre. Vous avez vu des grandes entreprises qui ont annoncé des contractions d'effectifs, des suppressions d'emplois. Et à côté de ça, il n'y a jamais eu autant de projets dans l'automobile en France depuis 50 ans. C'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un fourmillement de nouveaux projets, d'innovation, de développement dans la filière automobile. Vous en faites partie et je tenais à venir le saluer. Merci. Merci beaucoup. Luc Châtel, président de la PFA, ministre bien sûr, et amoureux de l'automobile. On ne va pas l'oublier parce que c'est quand même aussi quelque chose, et de la mobilité, d'important.